Une tempête à minuit. Une maîtresse jalouse. Une épouse enceinte qui lutte pour sa vie sous un vieux chêne alors que le tonnerre déchire le ciel. Ce qui commence comme un acte tordu de trahison se transforme en un instant de pur instinct de survie lorsqu'un inconnu traverse la pluie et coupe la corde quelques secondes avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour qui a mal tourné. C'est une histoire de silence, de culpabilité et de justice qui frappe quand le monde s'y attend le moins. Restez avec moi, car la fin vous laissera sans voix. Dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. La pluie avait déjà transformé le sol en une épaisse boue. Chaque branche dégoulinait de filets d'argent, chaque feuille tremblait sous le poids de la tempête. Un éclair traversa le ciel, déchirant l'obscurité pendant une fraction de seconde et révélant une scène terrifiante dans le jardin d'un vaste domaine. Une femme en robe de soie se tenait sous un vieux chêne, les mains serrées sur une corde épaisse. Ses cheveux collaient à son visage et ses yeux brillaient d'une lueur bien plus sombre que la peur. C'était la jalousie à l'état pur. Devant elle, une femme enceinte luttait pour rester à genoux. Sa robe pâle était tachée de terre, sa respiration haletante. Elle murmura quelque chose entre deux sanglots, des mots noyés par la pluie. « S'il te plaît. Arrête. Je n'arrive plus à respirer. » Mais la tempête répondit plus fort, étouffant sa voix sous son rythme furieux. La maîtresse s'approcha, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. « Tu m'as tout pris, dit-elle. Maintenant, je vais reprendre ce qui m'appartient. » Sa voix se brisa, plus sous la détresse que sous l'assurance. Elle passa la corde autour d'une branche épaisse et tira dessus avec des gestes brusques et déterminés. La branche gémit, comme si l'arbre lui-même voulait résister à ce qui allait arriver. Depuis l'allée, on entendait le faible ronronnement d'un moteur. Une voiture noire se tenait là, phares éteints. À l'intérieur, un homme regardait à travers le pare-brise. Son visage était pâle, sa main crispée sur le volant au point que ses jointures blanchissaient. Il ne pouvait rien entendre à cause du fracas de la pluie, mais il voyait. Il voyait tout. La maîtresse lança la corde par-dessus la branche, ses mains mouillées glissant sur le nœud qu'elle essayait de serrer. La femme enceinte recula en tremblant, tenant son ventre comme pour protéger l'enfant à l'intérieur. « Je t'en prie, dit-elle encore. C'est ton homme. Tu l'as déjà. Ne fais pas ça. » Mais la jalousie rend aveugle. La maîtresse éclata d'un rire sec, semblable à un coup de tonnerre. « La voir ? Il ne t'a jamais appartenu. Tu n'étais qu'un projet de charité. » Elle la tira par le bras pour la remettre debout, la boue aspirant ses chaussures. La corde effleura le cou de la femme enceinte. L'homme dans la voiture ne bougeait pas. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que la tempête était entrée en lui. Ce qu'il voyait dépassait l'entendement. Depuis des semaines, il avait ignoré la tension grandissante entre les deux femmes. Il pensait qu'elle finirait par s'apaiser, ou au moins s'éloigner. Mais maintenant, alors qu'un nouvel éclair illumina la scène, il vit la folie dans les yeux de sa maîtresse et comprit le prix de son silence. « Écoute-moi, je t'en supplie », allaita l'épouse en serrant la corde trempée. « Tu ne comprends pas. » La maîtresse ne s'arrêta pas. Elle resserra le nœud de toutes ses forces, les fibres grinçant sous la tension, les pieds de la femme quittèrent le sol un instant. Ses mains agrippaient l'air, l'écorce, tout ce qu'elle pouvait atteindre. Un cri s'échappa de ses lèvres, un son brisé entre la vie et la mort. L'esprit de l'homme explosa. La tempête dehors n'était rien comparée au chaos en lui. Son souffle embuait la vitre tandis qu'il murmurait pour lui-même. « Qu'ai-je fait ?» Mais il ne bougea toujours pas. La culpabilité le clouait à son siège. La pluie redoubla, effaçant les empreintes, traversant la soie de la robe de la maîtresse. Son mascara coulait sur ses joues comme des rivières noires. Elle ne s'en rendit même pas compte. Elle tira encore plus fort. Pendant un instant terrifiant, le monde sembla s'arrêter. Le corps de l'épouse se balançait légèrement, la corde grinçant sous son poids. Ses chaussures tombèrent dans la boue. Un éclair illumina de nouveau la scène, la figeant dans une image irréelle. Puis un bruit traversa la tempête. Ce n'était pas le tonnerre. C'était le claquement d'une portière. Une ombre fendit la pluie, rapide et décidée. Un homme en manteau gris trempé courut à travers l'allée. Ce n'était pas le mari. Sa voix tonna dans le chaos. « Éloigne-toi d'elle. » À eux. La maîtresse se figea. La peur remplaça la colère. Elle fixa l'inconnu, la pluie coulant de ses épaules. Il se jeta en avant, saisit la corde à deux mains et la trancha d'un coup sec avec le couteau de secours à sa ceinture.
Le bruit de la corde qui cède fut net et définitif. La femme enceinte tomba dans ses bras, toussant, haletante. Il s'agenouilla dans la boue, la serrant contre lui. Ses yeux s'ouvrirent un instant. « Daniel » murmura-t-elle, reconnaissant le visage de son frère. « Ça va » dit-il d'une voix tremblante. « Tu es en sécurité maintenant, je suis là. » Derrière lui, la maîtresse resta figée, la corde pendant encore dans sa main. Pour la première fois, elle sembla comprendre ce qu'elle avait fait. Ses lèvres tremblaient. « Je ne voulais pas » commença-t-elle, mais le son des sirènes monta dans la nuit. Daniel tourna lentement la tête, ses yeux se plissant à travers les rideaux de pluie. « Ne bouge pas » dit-il froidement. Les gyrophares bleus se reflétaient sur les feuilles mouillées et le tonnerre gronda encore. Le mari sortit enfin de la voiture, ses chaussures s'enfonçant dans la boue. Il regarda sa femme, pâle et tremblante dans les bras de son frère, puis la maîtresse, désormais petite et brisée sous les éclairs bleus. Il fit un pas en avant, lentement, la pluie dégoulinant de ses cheveux. Sa voix à peine audible traversa la tempête. « Qu'avons-nous fait » Personne ne répondit. Les sirènes se rapprochaient. La nuit avala tous les sons sauf celui de la pluie. Et au-dessus d'eux, le vieux chêne restait immobile, sa branche dépourvue de cordes, comme si la tempête elle-même avait porté le premier coup de justice. Ce matin-là, le ciel au-dessus du manoir était calme. L'air était chargé du parfum sucré des roses fraîchement coupées. Le personnel se déplaçait discrètement dans les couloirs, disposant des plateaux d'argent et des verres en cristal pour le dîner d'anniversaire de Michael Hayes, le millionnaire qui possédait la moitié des complexes hôteliers de luxe de la ville. L'atmosphère sentait l'argent et la pluie, même si les premiers nuages ne s'étaient pas encore rassemblés. Dans la grande cuisine, Emily se tenait près du comptoir, pliant des serviettes avec des gestes lents et précis. Son ventre rond de 7 mois frôlait le bord de la table chaque fois qu'elle se penchait. La robe de soie blanche qu'elle portait avait autrefois été sa préférée. Aujourd'hui, elle lui semblait lourde, comme un rappel de la vie qu'elle avait aimée mais qu'elle ne reconnaissait plus. En face d'elle, Rachel, l'assistante de Michael, entra avec son allure habituelle, assurée et élégante. Elle portait une tablette sous un bras et un bouquet de lys dans l'autre. Ses cheveux parfaitement bouclés rebondissaient à chaque pas. Elle incarnait tout ce qu'Emily avait été autrefois, raffinée, ambitieuse, admirée. Et elle le savait. « Tu ne devrais pas rester debout si longtemps », dit Rachel d'un ton à moitié compatissant, à moitié moqueur. Le médecin n'approuverait pas. Emily ne leva pas les yeux. « Je vais bien. C'est son anniversaire. Je veux que tout soit parfait. » Rachel posa les fleurs sur la table, effleurant les pétales du bout des doigts. « Ce sera parfait, » dit-elle doucement, « à condition que tu restes à l'écart. » Ces mots tombèrent comme un murmure de tonnerre avant la pluie. Emily continua de plier, faisant semblant de ne rien entendre. Ses mains tremblaient légèrement. Elle sentait le regard de Rachel la traverser. Un instant plus tard, Michael apparut à la porte de la cuisine, ajustant ses boutons de manchette. Il était élégant, sûr de lui, l'air d'un homme habitué à être admiré. Ses yeux se posèrent d'abord sur Rachel, puis brièvement sur sa femme. « Tout est presque prêt ?» demanda-t-il, sans s'adresser à personne en particulier. Rachel sourit. « Presque, monsieur. Les invités arriveront vers 6 heures. » Emily hocha la tête, sa voix à peine audible. « Tout est prêt. » Ah. Il ne l'entendit pas, ou choisit de ne pas le faire. Il se tourna de nouveau vers Rachel. « Bon travail. Je vais vérifier le plan de table dans le jardin. » Lorsqu'il partit, le sourire de Rachel s'élargit. « Tu l'as entendu ?» dit-elle d'un ton léger. « Il me fait confiance pour les détails, maintenant. » Emily leva enfin les yeux. « Tu as toujours voulu plus que des détails, n'est-ce pas ?» La jeune femme pencha la tête. « Je veux ce que je mérite. Peut-être aurais-tu dû te battre un peu plus si tu ne voulais pas le perdre. » Le bruit d'une cuillère tombant brisa le silence. Emily se pencha lentement pour la ramasser, ses mains frôlant le sol, sa respiration courte. Le bébé donna un léger coup à l'intérieur, lui rappelant la seule raison pour laquelle elle était restée. Plus tard dans l'après-midi, les nuages commencèrent à s'épaissir. Emily observait depuis le balcon pendant que le personnel installait les tables sous les lanternes du jardin. Le vent se levait, faisant voler les rideaux blancs derrière elle. Dans le reflet de la porte vitrée, elle vit Michael et Rachel près de la fontaine. Ils étaient trop proches. Rachel toucha son bras en riant. Il ne s'éloigna pas. Quelque chose se brisa en elle, silencieusement,
comme un fil qui cède au fond du cœur. Le dîner fut servi au coucher du soleil. Les invités se réunirent sous les lumières tandis que le tonnerre grondait au loin. Michael porta un toast, à de nouveaux commencements, son bras frôlant celui de Rachel en levant son verre. Émilie sourit poliment, le cœur lourd. Elle mangea à peine. Chaque coup de tonnerre dehors résonnait comme un avertissement que personne ne voulait entendre. Quand les invités partirent, Rachel proposa d'aider à nettoyer le jardin. Michael accepta sans consulter sa femme. « Tu devrais te reposer », lui dit-il d'une voix douce mais creuse. « Tu sembles fatiguée. » Elle leva les yeux vers lui, les larmes menaçant de couler. « Je ne suis pas fatiguée. Je suis seul. » Il ne répondit pas. Il se détourna, feignant de ne pas comprendre. La porte se referma dans un silence lourd, comme un chapitre qui se clôt. À minuit, la pluie commença à tomber. D'abord doucement, puis de plus en plus fort, comme si le ciel décidait enfin d'avouer tout ce qu'il avait retenu. Émilie était assise sur le canapé, fixant la photo de famille accrochée au mur. Elle avait été prise 2 ans plus tôt, près du même arbre où la corde pendrait plus tard. Il semblait heureux alors. Il avait son bras autour d'elle. Rachel n'était pas encore dans l'image. Son téléphone vibra. Un message s'afficha d'un numéro inconnu. « Sors dehors. Il t'attend sous l'arbre. » Pendant un long moment, elle ne bougea pas. Elle fixa le message jusqu'à ce que les mots se fondent en lumière. La maison était silencieuse. Seule la pluie murmurait contre les vitres. Elle posa une main sur son ventre. « Tout ira bien, » murmura-t-elle. « Ce n'est probablement rien. » Elle prit son manteau et sortit. L'air froid mordit sa peau. Les lumières du jardin vacillaient sous le vent, leurs reflets tremblant dans les flaques. Le sentier menant au vieux chêne était bordé de roses pliées sous la pluie. Au bout de l'allée, une silhouette attendait sous un parapluie. Sa forme lui sembla familière. « Michael » appela-t-elle. Pas de réponse. La silhouette inclina la tête. Un éclair illumina le visage sous le parapluie. Ce n'était pas son mari. C'était Rachel. L'assistante sourit faiblement, ses cheveux humides et sa voix calme malgré la pluie. « Il m'a demandé de te dire qu'il en a fini avec les mensonges, » dit-elle. « Il ne veut plus te voir. » Émilie fit un pas en arrière. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Rachel referma le parapluie et le laissa tomber. « Tu n'as plus ta place ici. Rien de tout cela ne t'appartient. » Un nouvel éclair révéla la corde qu'elle tenait à la main. La pluie redoubla. Le vent hurla. Au loin, le tonnerre brisa le silence en deux. Les instincts d'Émilie crièrent, mais son corps resta immobile, trop lent pour fuir. Elle vit la jalousie dans les yeux de Rachel se transformer en quelque chose de sauvage. Et à cet instant, avant que le monde ne s'éteigne, Émilie comprit que la tempête dehors n'était rien comparée à celle qui l'attendait à l'intérieur de sa propre maison depuis le début. La pluie n'avait pas encore commencé à tomber, mais l'air portait déjà sa lourde promesse. Ce silence étrange qui précède les tempêtes s'était abattu sur le domaine, dense au point de rendre chaque respiration difficile. Le ciel semblait meurtri. À l'intérieur, le manoir brillait d'une lumière dorée et douce, comme s'il voulait prétendre que rien n'allait mal. Émilie marchait dans le couloir, une main posée sur son ventre. Le sol de marbre était froid sous ses pieds nus. Les domestiques étaient déjà rentrés chez eux. Seul le tic-tac régulier de l'horloge du grand-père résonnait dans le coin, calme et indifférent. Elle s'arrêta devant la porte du bureau de Michael. Celle-ci était entr'ouverte. À l'intérieur, elle entendit des voix. Celle de son mari, basse et tendue, et celle de Rachel, plus aiguë, teintée d'un amusement cruel. « Je t'avais dit de ne pas la laisser organiser la réception ce soir, » dit Rachel. « C'est pathétique. Elle n'arrive même pas à rester éveillée pendant le dîner. »« Elle est enceinte, » répondit Michael. « Tu ne peux pas attendre d'elle qu'elle soit comme avant. » Le rire de Rachel flotta dans la pièce. « Enceinte ou pas, elle te fait passer pour un faible. Tout le monde le voit. » Émilie se figea. Son cœur battait si fort qu'elle n'entendait plus que ça, plus même le tic-tac de l'horloge. Elle se pencha légèrement, juste assez pour apercevoir la lueur du feu de cheminée. Michael était assis sur le canapé, les manches retroussées, un verre de whisky à la main. Rachel se tenait derrière lui, massant ses épaules en parlant. « Tu mérites mieux, » dit-elle. « Quelqu'un qui comprend vraiment ton monde. Pas quelqu'un qui se cache derrière la pitié. » Michael ne la repoussa pas. Il soupira seulement. « Tu rends les choses trop simples. Elles le sont,
répondit-elle doucement. Tu n'as juste pas encore voulu l'admettre. Toi. Émilie recula avant d'en entendre davantage. Ses mains tremblaient, non pas de colère, mais d'incrédulité. L'homme qui lui avait juré protection restait assis sans mot dire pendant qu'une autre femme la détruisait à voix haute. Elle se tourna et marcha vers l'escalier, chaque pas plus lourd que le précédent. La lumière du lustre scintillait au-dessus d'elle, se reflétant dans les larmes qui commençaient à remplir ses yeux. En haut, elle s'assit au bord du lit, fixant la photo encadrée sur la table de nuit. C'était le jour de leur mariage. Elle riait, ses cheveux emportés par la brise. Il la regardait comme si elle était la seule au monde. Cet homme lui semblait aujourd'hui aussi lointain qu'un fantôme. Son téléphone vibra sur le lit. Un message apparut. Rachel. Je pense que tu devrais dormir en bas ce soir. Michael et moi avons encore des affaires à régler. Sagorge se serra. Elle retourna le téléphone, l'écran contre le drap. La pièce lui parut soudain plus étroite. Même le bébé sembla bouger avec inconfort. Elle posa la main sur son ventre. Tout ira bien, murmura-t-elle. Restons simplement tranquilles. Dehors, le vent commença à se lever. Les rideaux frémirent contre les vitres. Quelques gouttes de pluie frappèrent doucement le verre, régulières et discrètes. Plus tard dans la soirée, Émilie sortit sur le balcon du jardin. De là, elle voyait le grand chêne se balancer doucement au loin. Cet arbre faisait partie de la propriété depuis des décennies, plus vieux que le manoir lui-même. Elle se souvenait avoir planté des fleurs à son pied lorsqu'elle avait emménagé. C'était son endroit préféré. L'idée qu'il serait bientôt témoin de sa souffrance ne l'avait pas encore effleurée. Derrière elle, des pas s'approchèrent. Elle se retourna et aperçut Rachel dans l'encadrement de la porte. La jeune femme souriait légèrement, un verre de vin à la main. « Belle nuit, n'est-ce pas » dit-elle. Émilie ne répondit pas. Elle regarda à nouveau vers l'arbre. Il va pleuvoir bientôt. Rachel prit une gorgée. Peut être. Mais les tempêtes peuvent aussi être purificatrices. Elle lave ce qui n'a plus sa place. Émilie se retourna lentement vers elle. Et selon toi, qu'est-ce qui n'a plus sa place ici? Rachel posa son verre sur la rambarde. Tu connais la réponse. Pendant un long moment, aucune ne parla. Le vent apportait le grondement lointain du tonnerre. Les deux femmes se tenaient face à face, si proches qu'un souffle les séparait, l'une froide et calme, l'autre se brisant doucement de l'intérieur. Rachel finit par sourire. Tu devrais te coucher tôt. Demain sera différent. Elle reprit son verre et s'éloigna, le claquement de ses talons résonnant sur le marbre jusqu'à disparaître dans le couloir. Emily resta dehors. Le vent fit voler quelques mèches de cheveux sur son visage. Son reflet dans la porte vitrée lui sembla étranger, comme celui d'une femme effacée et redessinée trop de fois. Elle retourna dans la chambre et s'assit de nouveau sur le lit. Son téléphone vibra encore. Cette fois, c'était Michael. Michael. Ne m'attends pas. Je dors dans la chambre d'amis ce soir. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Elle fixa le message jusqu'à ce que sa vision devienne floue. Puis elle posa le téléphone doucement sur la table de nuit et éteignit la lampe. Mais le sommeil ne vint pas. La maison semblait pleine de nouveaux bruits. Le bois qui craquait, les vitres qui tremblaient, le bourdonnement léger de l'électricité. Elle crut entendre des pas derrière la porte de la chambre, mais lorsqu'elle l'ouvrit, il n'y avait personne. Seule une odeur de terre humide flottait dans le couloir. À 2 heures du matin, un bruit venu de l'extérieur la réveilla. Le craquement doux du gravier. Elle écarta le rideau et regarda à travers la vitre couverte de pluie. Une silhouette se tenait près du chêne, tenant quelque chose de long dans les mains. Un instant, elle crut voir Michael déplaçant les meubles du jardin. Mais un éclair illumina la scène, et elle vit clairement. Une bobine de corde. Son souffle se coupa. La silhouette se tourna légèrement vers la maison. Rachel. Emily recula, le cœur battant à tout rompre. Elle ne savait plus quoi penser. Peut être une mauvaise plaisanterie, peut être un cauchemar éveillé. Elle se frotta les yeux et regarda de nouveau, mais la silhouette avait disparu. Seul l'arbre restait là, oscillant dans le vent. Elle s'assit sur le lit, les paumes pressées contre son ventre. « Nous sommes en sécurité ici », murmura-t-elle. Mais sa voix tremblait. Le bébé donna un coup plus fort, comme pour la prévenir. Dehors, un éclair déchira le ciel. La pluie se mit à tomber en torrent, martelant le toit. La tempête était enfin arrivée. Et quelque part au-delà de la fenêtre,
Une femme attendait sous l'arbre, une corde à la main. La tempête faisait maintenant rage. Le vent hurlait à travers les champs ouverts, pliant les hautes herbes et arrachant les feuilles des arbres. La pluie s'abattait contre les vitres du manoir comme une armée de poings furieux. À l'intérieur, les lumières vacillaient, l'électricité peinant à tenir bon. Émilie se tenait près de la fenêtre, serrant une couverture autour de ses épaules. La tempête dehors reflétait le chaos qui bouillonnait dans sa poitrine. L'image de la silhouette sous le chêne refusait de quitter son esprit. Elle se répétait que ce n'était rien, qu'elle avait dû rêver. Mais le malaise dans son ventre ne disparaissait pas. L'horloge du grand-père sonna de nouveau minuit. Le son résonna dans toute la maison silencieuse. Émilie prit une profonde inspiration et décida d'aller voir le jardin. Peut-être qu'en ne voyant rien, elle pourrait enfin dormir. Elle enfila ses chaussons, mit son manteau et s'avança dans le couloir. L'air semblait plus froid qu'avant. Chaque ombre paraissait bouger. En arrivant près de la porte arrière, elle remarqua des traces de boue sur le sol, encore fraîches et humides. Son pouls s'accéléra. La porte était entrebâillée, laissant passer un léger sifflement de pluie. Elle poussa la porte et sortit. La pluie la frappa aussitôt, froide et coupante comme des aiguilles. Sa robe se colla à sa peau, ses cheveux plaqués sur son visage. À travers le rideau d'eau, elle distinguait à peine la forme du chêne au loin. Quelque chose pendait à l'une de ses branches, se balançant lentement dans le vent. Son cœur se serra. Elle força ses jambes à avancer, pas après pas. Ses chaussures s'enfonçaient dans la boue avec un bruit écœurant. Plus elle s'approchait, plus elle distinguait la vérité. Une corde, épaisse, tordue, lourde de pluie. Elle oscillait doucement, attendant. Elle voulut faire demi-tour, mais une voix traversa la tempête. « Tu me cherches ?» Rachel sortit de derrière l'arbre. Ses cheveux trempés collaient à son visage, son mascara coulant en lignes sombres. Elle ressemblait moins à une femme qu'à un fantôme taillé dans la jalousie et la haine. Dans sa main, elle tenait l'autre extrémité de la corde. Émilie se figea. « Rachel, qu'est-ce que tu fais ?» La jeune femme inclina la tête, les yeux brillants de folie. « Tu m'as tout pris. Chaque sourire, chaque instant. Il devait être à moi. »« C'est ton patron, » dit Émilie doucement. « Tu ne l'aimes pas. Tu veux seulement ce qu'il possède. » Rachel éclata de rire, un son creux emporté par le tonnerre. « Et qu'est-ce que tu as que je n'ai pas ? Regarde-toi. Faible. Pitoyable. Tu crois qu'il veut encore d'un fardeau comme toi ?» Émilie fit un pas en arrière, les mains légèrement levées. « S'il te plaît. Rentrons. On peut parler. » Rachel avança, ses pas lents et décidés. « Non. Je ne parlerai plus. » Un éclair fendit le ciel, illuminant leur visage. Émilie vit la démence dans les yeux de Rachel. Ce n'était plus de la colère. C'était de l'obsession. Rachel attrapa son bras, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Émilie allaita, essayant de se dégager. « Arrête. Tu me fais mal. »« Te faire mal ?» cria Rachel à travers le vent. « Tu ne sais même pas ce que c'est, la douleur. » Avant qu'Émilie ne puisse réagir, Rachel la poussa violemment en arrière. Elle glissa dans la boue et tomba sur les genoux. Le froid traversa son corps. Sa main se porta à son ventre. Le bébé donna un coup, comme s'il ressentait la peur. « Je t'en prie, Rachel, » cria-t-elle. « Ne fais pas ça. Réfléchis à ce que tu fais. » Rachel ne répondit pas. Elle lança la corde par-dessus la branche et tira dessus avec force. L'arbre gémit sous la tension. Elle s'approcha et passa la corde autour du cou d'Émilie avant que celle-ci ne puisse l'arrêter. Émilie hurla, agrippant la corde de toutes ses forces. La pluie ruisselait sur son visage, se mêlant à ses larmes. « Tu es folle. » Rachel se pencha, son souffle brûlant malgré le froid. « Non. Je suis libre. » La corde se resserra. Les mains d'Émilie se levèrent, cherchant à la desserrer. Sa respiration devint courte, hachée, désespérée. Ses pieds glissaient dans la boue, cherchant un appui. Le monde tournait autour d'elle. Rachel tira plus fort. « Il m'a dit qu'il te quitterait pour moi. Mais il a menti. Tu ne pars jamais. Tu reviens toujours. » La vision d'Émilie se brouilla. Les souvenirs défilèrent dans son esprit, le jour de son mariage, les rires, le premier mouvement de son enfant, puis tout devint flou. La pluie devint un murmure. À travers le voile de son esprit, elle aperçut des phares percer la tempête. Une voiture entrait dans l'allée. Pendant un instant,
l'espoir revint. Rachel leva les yeux à son tour, son visage éclairé par la lumière. La panique déforma ses traits. Non. Pas maintenant. La portière claqua. Le bruit résonna dans la nuit. Une silhouette sortit de la voiture et courut vers elle. Rachel recula, lâchant la corde. Émilie tomba en avant, allaitante, la main sur le cou. La corde glissa, laissant une marque rouge et vive. Elle toussa, chaque respiration douloureuse mais vivante. L'homme arriva près d'elle, son manteau trempé, le visage blême. « Émilie » cria-t-il. Il la prit par les épaules, la soulevant doucement. « Daniel » murmura-t-elle d'une voix brisée. Elle a essayé de... « Je sais » répondit-il, la voix tremblante. Il leva les yeux vers Rachel, figée, les mains tremblantes. La pluie faisait couler son maquillage comme de l'encre. Les yeux de Daniel brûlaient de colère. « Qu'as-tu fait » Rachel recula, la voix faible. « Je ne voulais pas. » C'est elle. Elle a commencé. Il s'approcha. « Tu appelles ça un accident » Il attrapa la corde encore pendue à la branche et la jeta à ses pieds. « Tu appelles ça un malentendu » Elle sursauta, les yeux rivés sur la corde. La vérité pesait plus lourd que la tempête autour d'eux. Au loin, le son des sirènes monta dans la nuit. Rachel regarda autour d'elle, paniquée, le souffle court. « Ce n'était pas censé se passer comme ça » murmura-t-elle. Daniel ne répondit pas. Il serra Émilie contre lui tandis qu'elle tremblait dans ses bras. La tempête rugissait plus fort, engloutissant tout le reste. Et quand un nouvel éclair illumina le ciel, le vieux chêne se dressa entre eux, témoin silencieux d'un péché que même la pluie ne pourrait jamais effacer. La tempête refusait de se calmer. La pluie tombait encore, épaisse et interminable, martelant le sol comme si le ciel lui-même voulait effacer ce qui venait de se produire. Le jardin ressemblait à un champ de bataille. La boue avalait les empreintes, les pétales collaient à la terre trempée, et la corde oscillait toujours à la branche, cicatrice suspendue dans la nuit. Daniel était à genoux dans la boue, tenant sa sœur dans ses bras. La respiration d'Émilie était faible, irrégulière. Ses cheveux collaient à son visage, sa peau était pâle sous les éclairs. « Reste avec moi » murmura-t-il d'une voix tremblante. « Tu m'entends ? Tu es en sécurité maintenant. » Elle tenta de hocher la tête, sans y parvenir. Ses yeux s'ouvrirent un instant, cherchant quelque chose au-delà de lui. « Le bébé » souffla-t-elle. « Vérifie le bébé, s'il te plaît. » Daniel posa doucement sa main sur son ventre. Il sentit un léger mouvement sous sa paume et laissa échapper un souffle de soulagement. « Il est fort » dit-il doucement. « Vous l'êtes tous les deux. » Derrière eux, Rachel restait immobile. Sa robe trempée lui collait à la peau, son maquillage avait disparu sous la pluie. La corde gisait à ses pieds, preuve qu'elle ne pouvait dissimuler. Elle fit un pas en arrière, les yeux fuyant d'Émilie à Daniel, puis vers la maison. « Je ne voulais pas » balbutia-t-elle. « Je voulais juste lui parler. » Daniel leva brusquement les yeux. Son visage se durcit. « Tu as essayé de la tuer. » Rachel secoua la tête, des gouttes d'eau éclaboussant autour d'elle. « Non. » Elle a glissé. « J'ai voulu l'aider. » Le bruit d'un moteur approchant coupa ses mots. Des phares illuminèrent l'allée, éblouissant un instant. La voiture dérapa sur la boue avant de s'arrêter brusquement. La portière s'ouvrit et Michael sortit en titubant sous la pluie. Il courut vers eux, ses chaussures de luxe s'enfonçant dans la boue. « Émilie » cria-t-il. Sa voix se brisa entre la peur et l'incrédulité. Quand il vit Daniel la serrer contre lui, quelque chose se fendit en lui. « Mon Dieu ! Que s'est-il passé ?» Daniel ne répondit pas. Il se tourna légèrement, protégeant sa sœur. « Reste où tu es » ordonna-t-il. Michael ne l'écouta pas. Il tomba à genoux à côté d'eux. « Je peux arranger ça. Dis-moi ce qu'il faut faire. » Le regard de Daniel le transperça dans l'obscurité. On ne répare pas une tentative de meurtre avec de l'argent. Simon. Rachel éclata en sanglots, sa voix se mêlant au fracas de la pluie. « Je t'avais dit que ça irait trop loin » cria-t-elle. « Tu avais dit qu'elle partirait. Tu avais dit, tais-toi » coupa Michael. Sa voix se brisa à nouveau, cette fois sous la panique. « Tu réalises ce que tu as fait » Daniel se leva, portant Émilie dans ses bras. « Elle va à l'hôpital » dit-il. « Et vous deux, vous restez ici jusqu'à l'arrivée de la police. » À ce moment-là,
Une lampe torche apparut derrière la clôture. Le vieux jardinier, Monsieur Alvarez, qui vivait sur la propriété voisine, appela. « Tout va bien ? » J'ai entendu des cris. Daniel répondit fort. « Appelez une ambulance. » Tout de suite. Le vieil homme disparut un instant, puis sa voix revint, pressée. « C'est fait. Ils arrivent. » Daniel transporta Emily vers la maison, ses pas fermes malgré la pluie. Michael les suivait, la culpabilité imprimée sur son visage. À l'intérieur du vestibule, le sol de marbre était glissant, couvert de boue et d'eau. Daniel posa Emily doucement sur le canapé et la couvrit d'une couverture sèche. Sa respiration se calma un peu. Ses yeux s'ouvrirent, vitreux mais vivants. « Daniel, murmura-t-elle. « Je suis là, dit-il en écartant les mèches mouillées de son front. Ne parle pas. Garde tes forces. » Rachel restait dans l'embrasure de la porte, tremblante. Son mascara avait laissé des traces noires sur ses joues. « Je te jure que je ne voulais pas lui faire de mal, » répéta-t-elle d'une voix à peine audible. Michael se tourna vers elle, le visage gris de terreur. « Tu as mis une corde autour de son cou, » dit-il lentement. « Ce n'est pas un accident. » Avant que Rachel ne puisse répondre, des lumières rouges et bleues illuminèrent les fenêtres. Les sirènes percèrent le bruit de la pluie. 2 voitures de police s'arrêtèrent au portail, suivies d'une ambulance. Les agents entrèrent précipitamment, guidés par Monsieur Alvarez. « Que s'est-il passé ici ?» demanda l'un d'eux. Daniel désigna le jardin. « Cette femme, dehors, dit-il fermement, a attaqué ma sœur et tenté de la pendre à un arbre. » L'agent regarda tour à tour Daniel et Rachel. Son visage se vida de toutes couleurs. « Ce n'est pas vrai, balbutia-t-elle. C'était un malentendu. » Un autre policier s'avança, sa lampe éclairant la corde encore visible à travers la porte. « Cela ressemble plutôt à un acte volontaire, » dit-il calmement. 2 ambulanciers entrèrent et s'agenouillèrent près d'Emily. L'un prit son pouls, l'autre installa un petit moniteur. Un son rythmique emplit la pièce, doux mais régulier. Le battement du cœur du bébé résonna, tranchant le chaos comme une mélodie fragile. « Elle est stable, » dit l'un des paramédics. « Il faut la transporter immédiatement. » Daniel hocha la tête, soulagé. « Merci. Orati ?» Alors qu'il soulevait Emily sur la civière, elle saisit faiblement la main de son frère. « Ne me laisse pas, » murmura-t-elle. « Je ne te quitterai pas, » promit-il. Ils la portèrent dehors sous la pluie. Daniel les suivit, tenant un parapluie qui n'arrêtait presque rien. Près de la porte, les policiers encerclèrent Rachel. « Madame, vous allez devoir nous suivre, » dit l'un d'eux. Elle tourna les yeux vers Michael, la voix brisée. « Dis-leur que c'était un accident. » Rayo. Il ne répondit pas. Ses lèvres bougèrent sans qu'aucun son ne sorte. Il baissa simplement la tête. Rachel recommença à pleurer tandis que les agents lui lisaient ses droits. Ses sanglots se mêlèrent aux sirènes, s'éloignant peu à peu à mesure qu'ils l'emmenaient. Michael resta debout dans l'embrasure, trempé et silencieux, fixant le sol boueux. La pluie avait lavé le sang et la saleté, mais rien ne pouvait effacer ce qui venait d'être commis. Monsieur Alvarez posa une main sur son épaule. « Ils vont poser des questions, monsieur, le mieux, c'est de tout leur dire. » Mike l'acquiesça lentement. « Je le ferai. » Quand les portes de l'ambulance se refermèrent et que les lumières s'éloignèrent dans la nuit, Daniel se retourna une dernière fois vers le manoir. La corde oscillait encore sous le chêne. Elle resterait là jusqu'au matin, rappel silencieux que parfois, la tempête ne détruit pas. Elle révèle. Au lever du soleil, la tempête était passée. Le ciel était devenu d'un gris pâle et le jardin n'était plus qu'un champ de ruines, jonché de branches brisées et de flaques d'eau reflétant la lumière naissante. Le ruban de la police battait dans le vent autour du vieux chêne, sa couleur jaune tranchant dans l'air humide. La corde avait été retirée, mais son ombre restait suspendue dans la mémoire de tous. À l'hôpital, Emily reposait dans une chambre privée. Les machines émettaient un bip régulier à côté de son lit, rappel discret qu'elle était toujours en vie. Daniel était assis sur la chaise voisine, les mains jointes. Il n'avait pas dormi de la nuit, chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la corde, la pluie et le visage pâle de sa sœur sous l'arbre. La porte s'ouvrit doucement. Une infirmière entra, un dossier à la main. « Elle est stable, » dit-elle avec douceur. « Et le rythme cardiaque du bébé est bon. Elle aura besoin de repos et de surveillance, mais ils sont tous les deux solides. » Daniel hocha la tête, les yeux fatigués mais reconnaissants. « Merci. »
Dans un autre quartier de la ville, la nouvelle s'était déjà répandue. Un voisin avait tout filmé depuis sa fenêtre lorsque la police était arrivée. La vidéo commençait par les gyrophares et la silhouette trempée de Rachel menottée. Elle se propagea comme une traînée de poudre sur toutes les plateformes. À 8 heures du matin, elle comptait déjà 100 000 vues. À midi, elle dépassait le million. Le titre sur presque tous les fils d'actualité était le même: l'épouse enceinte d'un millionnaire sauvé après qu'une maîtresse a tenté de la pendre pendant la tempête. Les extraits du sauvetage, de l'ambulance et des déclarations de la police envahirent Internet. Certains commentaient avec horreur, d'autres avec colère. Cette pauvre femme. Comment peut-on être aussi cruel? J'espère que cette maîtresse ne reverra jamais la lumière du jour. Il a regardé sans agir? C'est pire que le crime. Dans l'après-midi, l'histoire atteignit les chaînes de télévision. Les journalistes se rassemblèrent devant l'hôpital, leurs micros tendus vers chaque médecin et chaque policier qui passait. L'hôpital publia un communiqué confirmant qu'Emily Hayes et son enfant à naître étaient vivants et placés sous surveillance médicale. Ils refusèrent de donner d'autres détails, mais cela n'arrêta pas les spéculations. Au manoir, Michael Hayes était assis dans son bureau, rideau tiré. Son téléphone vibrait sans cesse. Des dizaines d'appels manqués, des centaines de messages. Ses partenaires exigeaient des explications, ses investisseurs voulaient être rassurés et la presse réclamait une déclaration. Son nom figurait sur toutes les tendances, non pas comme un symbole de réussite, mais comme un scandale. Il fixa les gros titres sur son écran. Un millionnaire impliqué dans une liaison qui se termine en tentative de meurtre. Chaque mot pesait sur sa poitrine comme une pierre. Son assistant, Mark, entra prudemment. Le conseil d'administration veut savoir si vous comptez vous retirer temporairement, dit-il. Michael ne leva pas les yeux. Temporairement? Il pense que cela protégerait l'entreprise jusqu'à ce que tout se calme. Il eut un rire sans joie. Il n'y a plus rien à protéger. De l'autre côté de la ville, la photo d'identité judiciaire de Rachel apparut au journal télévisé du soir. Ses cheveux étaient encore mouillés, ses yeux rougis par les larmes. La voix du présentateur resta calme et factuelle. Les autorités ont confirmé que Rachel Clark, assistante âgée de 29 ans, a été inculpée de tentative de meurtre et d'agression. Elle est détenue sans possibilité de libération sous caution, en attente d'enquête. Oui. L'image resta à l'écran un long moment avant de céder la place à des images du chêne. Le présentateur poursuivit. Cet incident a déclenché un débat national sur la violence domestique, la jalousie et l'abus de pouvoir dans les milieux privilégiés. À l'hôpital, Daniel alluma la petite télévision fixée au mur. Il regarda les journalistes commenter le cas de sa sœur, leur voix accompagnée d'une musique dramatique. Emily dormait, sa respiration régulière. Il baissa le son, mais les images restaient claires, l'arbre, la corde, les lumières clignotantes. Plus tard dans la soirée, une représentante du bureau du procureur arriva. Elle se présenta comme détective Carter. Sa voix était calme et ferme. Nous aurons besoin de recueillir une déposition officielle de votre sœur dès qu'elle sera assez forte, dit-elle. Et de la vôtre également, monsieur Hayes. Les preuves sont solides, mais nous voulons chaque détail. Daniel acquiesce. Vous les aurez. La détective Carter jeta un regard vers Emily. Elle a eu de la chance, dit-elle doucement. Tout le monde n'est pas sauvé à temps. Les yeux de Daniel se durcirent. La chance n'a rien à voir là, dedans. Elle a survécu parce que quelqu'un est enfin arrivé. Devant l'hôpital, des dizaines de personnes s'étaient rassemblées, parapluies et pancartes à la main. Certaines portaient des fleurs, d'autres des affiches où l'on pouvait lire justice pour Emily. Elle ne la connaissait pas, mais son histoire avait touché quelque chose de profond. Des mères, des filles, des inconnus attendaient sous la bruine des nouvelles rassurantes. À l'intérieur, une infirmière apporta un petit panier rempli de lettres et de fleurs venues de tout le pays. Des cartes écrites par des femmes ayant connu la même douleur. Des mots d'inconnus la remerciant d'avoir survécu. Quand Emily se réveilla de nouveau, la chambre était silencieuse, hormis le bourdonnement des machines. Elle aperçut son frère endormi dans la chaise, la tête inclinée vers l'avant. Sur la table à côté d'elle, une rose blanche reposait avec une carte. Elle tendit la main, légèrement tremblante. Le mot était écrit d'une écriture soignée. Vous n'êtes pas seul. Nous croyons en vous. Nous sommes avec vous. Sagorge Césaire. Elle pressa la carte contre sa poitrine, les larmes se mêlant aux dernières gouttes de pluie qui coulaient encore du rebord de la fenêtre. De l'autre côté de la ville, Michael restait seul dans l'obscurité,
regardant le journal rediffuser les images de la veille. Chaque seconde lui semblait une punition. Quand le reporter prononça le nom de Rachel, il éteignit l'écran. Le monde avait tout vu. La pluie avait lavé les mensonges. Et pour la première fois, Michael comprit qu'aucune tempête extérieure ne serait jamais aussi destructrice que celle que son silence avait laissé naître. La chambre d'hôpital était remplie de lumière matinale. La pluie s'était complètement arrêtée, laissant dans l'air une propreté silencieuse et immobile. Les rideaux bougeaient doucement sous la brise qui entrait par la fenêtre entr'ouverte. L'odeur d'antiseptique se mêlait à celle, plus douce, des fleurs envoyées par des inconnus. Le chaos de la tempête avait laissé place au calme, un calme qui vibrait d'épuisement et de soulagement. Emily ouvrit lentement les yeux. Pendant un instant, elle ne sut plus où elle se trouvait. Puis elle aperçut le moniteur à côté de son lit, la ligne verte montant et descendant au rythme de son cœur, le son régulier et apaisant. Sa main se posa instinctivement sur son ventre. Le bébé bougea légèrement sous sa paume. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Tu es en sécurité ?» dit Daniel depuis la chaise près de la fenêtre. Il avait l'air épuisé mais apaisé, la chemise froissée, les yeux rouges de fatigue. Il se leva et lui servit un verre d'eau. « Les médecins disent que toi et le bébé allez bien. Ils parlent d'un miracle. » Emily prit le verre avec des mains tremblantes. « J'ai du mal à y croire, » murmura-t-elle. « J'entends encore le bruit de la corde. Chaque fois que je ferme les yeux, il revient. » Daniel s'assit de nouveau, la voix calme. « Cela s'effacera. Tu as survécu, M, c'est tout ce qui compte. » Elle hocha la tête sans répondre. Les images restaient ancrées dans sa mémoire, la pluie, les éclairs, la douleur brûlante à son cou. Une infirmière entra, portant un petit moniteur et un dossier. « Bonjour, » dit-elle avec un sourire. « Comment nous sentons-nous aujourd'hui ?» Emily esquissa un faible sourire. « Mieux, je crois. » L'infirmière vérifia le moniteur relié à son ventre. Un battement de cœur régulier emplit la pièce, doux et apaisant comme une berceuse. « Battement fort, » dit-elle. « Votre petite est un vrai combattant. » Emily expira d'un souffle tremblant. Tout comme son oncle. Daniel sourit pour la première fois depuis des jours. « Ne va pas trop vite, » répondit-il. « Elle tiendra peu, être de sa mère. » L'infirmière nota les mesures, puis déposa un dossier sur la table de chevet. « Quand vous vous sentirez prête, la police devra recueillir votre témoignage, » dit-elle doucement. « Et l'assistante sociale vous aidera à remplir la demande d'ordonnance de protection. » Emily regarda son frère. « Une ordonnance de protection ?» Daniel se pencha. « Cela veut dire qu'elle ne pourra plus t'approcher. »« Jamais. Et Michael non plus, sauf si tu le permets. » Le visage d'Emily s'assombrit. « Michael ? Il est aussi sous enquête, » dit Daniel d'une voix basse. « Pour négligence, pour complicité. Ils décident s'ils vont le poursuivre. » Womansienne. Emily détourna le regard vers la fenêtre. La lumière dehors était aveuglante, trop pure pour ce qu'elle ressentait. « Il a tout vu, » dit-elle. « Je l'ai aperçu à travers la pluie. Il n'a pas bougé. » Womansienne. Daniel resta silencieux. Il n'y avait aucun réconfort possible pour une telle vérité. Un coup à la porte brisa le silence. La détective Carter entra, un carnet à la main. Sa présence était posée, professionnelle, mais son expression s'adoucit en voyant Emily. « Madame Hayes, » dit-elle. « Je suis heureuse de vous voir éveillée. Puis-je m'asseoir ?» Emily acquiesça. La détective prit une chaise. « Nous avons déjà parlé avec votre frère et l'équipe médicale. Je vais faire simple. Nous avons assez de preuves pour poursuivre. La vidéo du voisin, la corde, et les témoins sur place. Rachel Clark a partiellement avoué, bien qu'elle prétende que c'était un accident. L'État n'est pas de cet avis. » Les doigts d'Emily tordaient le drap. « Elle a essayé de me tuer. »« Yeah. »« Oui, » répondit la détective d'une voix douce. « Et vous avez survécu, ce qui signifie que vous pouvez témoigner. » Les yeux de Daniel s'emplirent d'inquiétude. « Elle n'est pas encore assez forte pour ça. »« Je ne demande pas aujourd'hui, » répondit la détective. « Mais quand vous serez prête, votre témoignage comptera. Vous méritez justice, Madame Hayes. » Emily hocha lentement la tête. « Je veux qu'elle réponde de ses actes. Je ne veux plus qu'une autre femme vive ça. » Santin. La détective esquissa un léger sourire. « C'est courageux. Nous placerons un agent devant votre chambre pendant quelques jours, par précaution, c'est la procédure. » Après son départ,
L'infirmière revint avec un dossier portant la mention ordonnance de protection. Elle expliqua chaque section attentivement, s'assurant qu'Emily comprenait tout. Le document indiquait le nom complet de Rachel Clark, son âge et la distance légale qu'elle devait respecter. Il incluait aussi une restriction pour Michael Hayes jusqu'à nouvel ordre. Emily hésita avant de signer. Sa main tremblait légèrement. Je n'aurais jamais cru avoir besoin d'être protégé des gens que j'aimais. Daniel posa sa main sur la sienne. Ne pense pas à ça maintenant, pense à toi et au bébé. C'est tout ce qui compte. Elle signa. L'infirmière lui adressa un sourire tendre. Vous avez fait ce qu'il fallait. La journée passa. Dans le couloir, l'hôpital restait animé. Les journalistes tentaient d'obtenir des déclarations, mais le personnel les tenait à distance. Dans la chambre, Emily sentit enfin revenir un peu de contrôle. Chaque bip du moniteur lui rappelait qu'elle était encore là. Le soir, un nouveau coup discret retentit. C'était le médecin responsable. Bonne nouvelle, dit-il avec un sourire. Vous guérissez plus vite que prévu. Nous vous garderons encore quelques jours pour observation, mais votre bébé va parfaitement bien. Emily esquissa un faible sourire. Merci, docteur. Quand il quitta la pièce, le soleil se couchait à travers la fenêtre. La chambre baignait dans une lumière orange et douce. Emily prit le petit miroir posé sur la table. Les bleus sur son cou s'étaient atténués, virant au violet clair. Elle les effleura du bout des doigts, sentant la frontière entre la douleur et la force. Daniel l'observa en silence. Cette marque ne te définit pas, dit-il. Elle hocha la tête. Non, mais elle me rappelle. Dehors, les premières étoiles apparurent. Pour la première fois depuis cette nuit, le monde semblait paisible. Emily éteignit la télévision, ferma les yeux et écouta le rythme constant du moniteur. Chaque bip était une promesse. Chaque respiration, une seconde chance. Et même si la tempête avait tout ravagé, elle lui avait rendu quelque chose d'inestimable, une voix que plus personne ne pourrait jamais faire taire. 2 semaines plus tard, la pluie revint, plus douce cette fois, frappant les vitres de l'hôpital comme un souvenir lointain. Emily était plus forte maintenant. Les ecchymoses sur son cou avaient pâli jusqu'à devenir jaune clair, et les cernes sous ses yeux s'étaient estompées. Son corps guérissait, mais la tempête silencieuse en elle n'était pas encore passée. Daniel était assis près de la fenêtre, faisant défiler son téléphone. « Tu devrais voir ça, » dit-il. Emily leva les yeux de son journal. « Qu'est-ce que c'est ?» Il tourna l'écran vers elle. Un titre s'affichait en lettres grasses, « De nouvelles preuves dans l'affaire Hayes, des mois d'abus cachés derrière les murs du manoir. » Sa respiration se bloqua. Que veulent-ils dire par nouvelles preuves? Daniel fit défiler l'article. Quelqu'un du personnel a divulgué des images de surveillance de la maison. Ce n'est pas seulement la nuit de l'agression, M. C'est tout ce qu'il y avait avant. Il lança la vidéo. On voyait un moment tranquille dans la cuisine, filmé des semaines avant l'attaque. Rachel se tenait près d'Emily, lui barrant le passage. La jeune femme murmurait quelque chose de cruel, mais les mots étaient inaudibles. Puis elle sourit et fit tomber un verre du comptoir, le laissant se briser aux pieds d'Emily. L'image se figea sur le visage effrayé d'Emily. D'autres extraits suivirent. Rachel supprimant des messages du téléphone de Michael pendant qu'il dormait. Sa voix enregistrée sur l'interphone de la maison, se moquant de la grossesse d'Emily. Et un autre encore. Michael hurlant pendant une dispute, sa main s'écrasant contre le mur à quelques centimètres du visage d'Emily. Emily porta une main à sa bouche. Ils ont tout filmé. Daniel hocha la tête. Un technicien de sécurité avait copié les enregistrements il y a des mois. Il avait peur de parler. Mais quand il a vu les infos, il n'a plus pu se taire. Emily détourna le regard de l'écran. La douleur dans ses yeux n'était plus de la peur. C'était de la trahison, froide et profonde. Il savait ce qu'elle faisait, dit-elle. Il a vu. Et il n'a rien fait. Daniel se pencha, la voix ferme. Il en paie le prix maintenant. La police a rouvert l'enquête sur lui. Il ne le considère plus comme une victime. Il le voit comme un complice. Elle hocha lentement la tête. Bien. Plus tard dans l'après-midi, la détective Carter revint. Elle portait un dossier épais rempli de documents et de photos. Son visage était calme et déterminé. Nous avons reçu les nouvelles preuves ce matin, dit-elle. Elles confirmant ce que nous soupçonnions. Ce n'était pas un acte isolé de jalousie. C'était un schéma. Violence psychologique, manipulation,
Contrôle. Elle n'a pas agi seule. Il a laissé faire. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. Pourquoi? Pourquoi avoir laissé aller si loin? La détective soupira. Le contrôle et la peur ont des racines étranges, Madame Hayes. Certains hommes croient que le silence, c'est la force. Mais le silence, c'est une autre forme d'approbation. Elle ouvrit le dossier et étala plusieurs photos. Celles-ci ont été prises par votre gouvernante. Elle nous a dit que Rachel avait cassé votre téléphone 3 fois en 2 mois. Elle a aussi précisé que vous n'aviez pas le droit de quitter la maison sans le chauffeur de Michael. Émilie contempla les photos. Les bleus sur son poignet, les marques légères sur son bras. Elle avait essayé de les cacher sous des manches et des sourires. À présent, il lui renvoyait la vérité. Daniel serra les poings. Il ira en prison, n'est-ce pas? La détective Carter hocha la tête. C'est probable. Les procureurs préparent un dossier commun, tentative de meurtre pour Rachel. Complicité et obstruction pour Michael. Le juge a demandé votre témoignage dès que vous serez prête. Émilie regarda les documents étalés sur la table. Chaque détail de sa souffrance y était inscrit, numéroté, classé. Pourtant, pour la première fois, cela ne ressemblait pas à de la faiblesse. C'était de la force. Je témoignerai, dit-elle doucement. Pas par haine, mais pour que ça se termine. La détective esquissa un léger sourire. C'est la bonne raison. Après son départ, Daniel rassembla les papiers en une pile soignée. Tu es sûre d'être prête? Émilie hocha la tête. J'ai fini de me cacher. Ce n'est plus seulement mon histoire. C'est celle de toutes les femmes à qui on a dit de se taire pour sauver les apparences. Ce soir-là, la télévision diffusait le journal en arrière-plan. La voix du présentateur emplissait la pièce. Le scandale Hayes continue de se développer alors que de nouvelles vidéos révèlent des mois de contrôle et de violence psychologique au sein du manoir familial. Les procureurs affirment disposer de preuves suffisantes pour garantir une condamnation. Des extraits des vidéos passaient à l'écran, suivis de commentaires d'experts juridiques. Cette affaire pourrait redéfinir la manière dont les tribunaux traitent la violence émotionnelle et psychologique, déclara un analyste. Émilie éteignit la télévision. Le silence qui suivit lui sembla plus lourd que le bruit. Elle se leva et s'approcha du miroir. La trace sur son cou avait presque disparu. Seule une ombre légère restait, comme un souvenir. Elle murmura à son reflet. Ce n'était pas la première fois. Mais ce sera la dernière. Daniel entra, un dossier à la main, celui de l'assistante sociale. Ils veulent t'aider à t'installer ailleurs une fois que tu sortiras d'ici, dit-il. Un endroit privé, sécurisé. Émilie sourit doucement. Je ne me cacherai plus. Mais j'accepte l'aide. Il hocha la tête. Tu mérites la paix. Avant de dormir, elle ouvrit son journal et se remit à écrire. Les mots coulaient plus facilement maintenant. Elle écrivit le jour où Rachel l'avait insultée pour la première fois, le silence qui avait suivi, la nuit sous l'arbre. Puis elle parla de Daniel, du bruit de la corde qui cédait, du battement du cœur de son enfant. Quand elle eut terminé, elle referma le carnet et le posa sur la table près du lit. Elle éteignit la lumière et s'allongea, la main posée sur son ventre. Le bébé bougea encore, un léger frémissement de vie, rappelle que survivre n'était pas qu'un mot. C'était une preuve. Et dehors, la pluie se remit à tomber. Mais cette fois, elle semblait douce, comme un pardon trouvant son chemin à travers les fissures du passé. Le palais de justice se dressait fièrement sous le ciel gris du matin. Les reporters envahissaient les marches, leurs micros levés comme des armes prêtes à capter chaque mot. Les flashs crépitaient tandis que les voitures de police arrivaient les unes après les autres. L'affaire qui avait commencé sous une tempête était devenue une tempête à elle seule. Tout le monde voulait voir comment elle se terminerait. À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait de murmures. L'air était lourd d'attente. Émilie était assise près du premier rang, à côté de son frère. Ses mains reposaient calmement sur ses genoux, bien que son cœur s'accélérât chaque fois que la porte s'ouvrait. Elle portait un chemisier bleu pâle assorti à ses yeux, ses cheveux soigneusement attachés en arrière. L'échymose sur son cou n'était plus qu'une trace de couleur à peine visible, mais elle la sentait encore chaque fois qu'elle avalait. Daniel se pencha verselle. Si cela devient trop difficile, je demanderai une pause, murmura-t-il. Elle hocha la tête. Ça ira. À la table des accusés, Rachel Clark semblait plus petite qu'autrefois. Ses cheveux étaient tirés en arrière, ses poignets menottés. L'arrogance qui illuminait autrefois son visage avait disparu. À sa place,
On lisait quelque chose de creux, presque perdu. Elle évitait le regard d'Emily, fixant la table devant elle. À côté d'elle se tenait Michael Hayes, vêtu d'un costume sombre qui ne cachait pas la fatigue marquée sur son visage. Sa mâchoire était crispée, ses épaules affaissées. Il n'avait pas parlé publiquement depuis son arrestation. Sous le poids du procès, il ressemblait déjà à un homme condamné par sa propre conscience. Lorsque le juge entra, tout le monde se leva. Le bruit des pas remplit la salle, puis le silence retomba. Le procureur prit la parole. Sa voix était calme, ferme et précise. Les preuves démontreront que Rachel Clark, animée par la jalousie et la malveillance, a tenté de mettre fin à la vie de Madame Emily Hayes et de son enfant à naître. De plus, elles prouveront que Michael Hayes, par sa négligence et son silence, a permis l'environnement qui a rendu cette attaque possible. Oh yeah. Tandis qu'elle parlait, des écrans s'allumèrent, diffusant les images de vidéosurveillance, le verre brisé dans la cuisine, les ecchymoses sur les bras d'Emily, la vidéo de cette nuit sous l'arbre. La salle laissait figea. L'avocat de Rachel tenta de plaider qu'elle souffrait de détresse émotionnelle, qu'elle n'avait jamais voulu tuer. Mais les images racontaient une autre histoire. Son rire. La manière dont elle tirait sur la corde. Le sourire satisfait quand les pieds d'Emily quittèrent le sol. L'intention était visible dans chaque geste. Lorsque vint le moment pour Emily de témoigner, la salle retint son souffle. Elle se leva lentement, une main effleurant la table pour garder l'équilibre. Le regard de Daniel la suivait à chaque pas. « Madame Hayes, dit doucement le procureur, pouvez-vous raconter à la cour ce qui s'est passé cette nuit-là » Emily prit une grande inspiration. Sa voix trembla d'abord, puis se raffermit. « Je l'ai vue sous l'arbre. Elle tenait la corde dans ses mains. Elle m'a dit que je n'avais plus ma place dans ma propre maison. Quand elle l'a passée autour de mon cou, j'ai cru que c'était la fin. J'ai cru que mon bébé mourrait avec moi. » La salle était silencieuse, à l'exception du grattement des stylos sur le papier. Elle continua, la voix douce mais claire. Elle me haïssait. Mais lui, il a regardé. Il était dans la voiture. Il n'a rien fait. C'était le pire. Savoir que l'homme qui m'avait promis protection a choisi le silence à la place. La tête de Michael s'inclina. Les mots de sa femme brisèrent en lui ce qu'il restait encore de solide. Le procureur hocha la tête. « Merci, Madame Hayes. Vous pouvez vous reposer. » Quand Emily regagna sa place, des gens dans la salle essuyaient leurs larmes. Même le juge détourna un instant le regard avant de reprendre son calme. Lors des plaidoiries finales, la procureure parla de responsabilité. L'amour n'est pas la possession. Le pouvoir n'est pas la protection. Le silence n'est pas l'innocence. Sa voix résonna dans la salle. Et aujourd'hui, cette cour doit rappeler cette vérité à tous. Le jury délibéra pendant des heures. Dehors, le ciel s'assombrit à nouveau, comme si le temps refusait que cette histoire se termine sous le soleil. Dans la salle d'attente, Emily s'assit avec Daniel, la main posée sur son ventre. Elle ne priait plus pour la vengeance, seulement pour la paix. Enfin, l'huissier entra. Le jury a rendu son verdict. De retour dans la salle, le président du jury se leva, tenant le papier qui scellerait leur sort. Nous déclarons l'accusée, Rachel Clark, coupable de tentative de meurtre et d'agression aggravée. Nous déclarons l'accusé, Michael Hayes, coupable de complicité et d'obstruction à la justice. Army. La salle éclata. Les reporters chuchotèrent dans leurs micros. Les flashs reprirent. Rachel éclata en sanglots, cachant son visage entre ses mains tremblantes. Le garde l'attrapa par le bras pour la conduire dehors. Un instant, elle se tourna vers Emily. Leurs regards se croisèrent. Dans celui d'Emily, il n'y avait ni haine ni triomphe. Seulement une fatigue immense et une tristesse profonde. Michael resta figé. La voix du juge résonna dans la salle. « Monsieur Hayes, votre silence a rendu cette tragédie possible. Vous serez condamné à 5 ans de supervision et de service communautaire. Madame Clark, votre peine est de 20 ans de prison ferme sans possibilité de libération. » Rachel sanglotait tandis qu'on l'emmenait. Ses pleurs s'évanouirent peu à peu dans le couloir, ne laissant que le bruit de la pluie derrière elle. Quand la séance prit fin, Emily sortit dans le couloir du tribunal. Les reporters crièrent des questions, les appareils photo crépitaient. « Madame Hayes, pensez-vous que justice a été rendue ?» Elle s'arrêta. Son frère posa une main protectrice sur son épaule. Elle regarda droit dans la caméra la plus proche.
La justice n'est pas une question de punition, dit-elle calmement. C'est une question de vérité. Et la vérité a enfin trouvé sa voie. La foule resta silencieuse un instant. Puis des applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis de plus en plus forts. Alors qu'Émilie et Daniel descendaient les marches du tribunal, les nuages s'ouvrirent légèrement. Un rayon de soleil perça, éclairant le trottoir mouillé. Émilie leva les yeux et esquissa un faible sourire. La tempête s'était enfin apaisée. Et dans cette lumière dorée et fragile, elle sut que chaque cicatrice, chaque souffle et chaque battement de cœur l'avaient conduite à ce moment de paix. 6 mois passèrent. Le printemps revint, doux et verdoyant. Le même ciel qui autrefois avait déversé une tempête violente ne portait plus que des nuages errants. Le manoir où tout s'était déroulé se dressait désormais vide. Les vignes avaient envahi les grilles de fer, les fenêtres étaient couvertes de pollen. Le grand chêne se tenait toujours dans le jardin, ses racines profondes et solides, mais la corde avait disparu depuis longtemps. Il ne restait qu'une légère marque sur l'écorce, presque effacée par le temps. Dans une petite ville côtière à 2 heures de là, Émilie vivait dans un modeste cottage blanc près de la mer. Ce n'était rien de comparable au couloir de marbre qu'elle avait autrefois appelé maison. Les murs ici portaient la chaleur au lieu des échos. L'air sentait le sel et le jasmin en fleurs. Chaque matin, elle se réveillait au son des vagues et non plus à celui des sirènes. À l'intérieur, les rires de son bébé remplissaient les pièces. Elle avait nommé sa fille Hope. Le nom lui semblait juste. C'était le premier mot qui lui était venu à l'esprit lorsqu'elle l'avait tenue pour la première fois à l'hôpital, en réalisant qu'elles avaient toutes deux survécu à ce qui aurait dû les détruire. Daniel lui rendait visite chaque week-end. Il arrivait tôt, les bras chargés de courses, feignant de ne pas remarquer qu'elle avait déjà préparé assez de nourriture pour 2 jours. Ils s'asseyaient ensemble sur le porche pendant que le bébé dormait dans son berceau. Le vent venu de l'océan portait un rythme apaisant, comme une chanson faite pour eux seuls. « Tu penses parfois à y retourner ?» demanda Daniel un après-midi. Émilie secoua la tête. « Il n'y a plus rien là-bas. Cette vie s'est terminée la nuit de la tempête. » Simen. Il hocha la tête. « Et celle-ci ?» Elle sourit. « Celle-ci ne fait que commencer. » Le procès avait fait la une des journaux pendant des semaines. On l'appelait la tempête sous le chêne. Toutes les chaînes d'information diffusaient son témoignage, sa voix calme racontant la vérité que tant de femmes n'avaient jamais pu dire. Des associations lui écrivirent. Des survivantes lui envoyèrent des lettres. Le monde avait transformé sa douleur en symbole de courage. Mais Émilie refusait d'en faire son identité. Elle ne voulait pas la gloire. Elle voulait la paix. Sur le mur, près du berceau, pendait une photo encadrée du service néonatal de l'hôpital, où elle avait donné une partie de l'argent de son dédommagement pour construire une nouvelle aile. Le panneau en dessous portait ces mots, « Fondation Hope pour les mères et les enfants ». Chaque semaine, elle enregistrait de courts messages destinés aux femmes traversant les mêmes épreuves. Sa voix était douce mais assurée. « Vous n'êtes pas seul », disait-elle au micro un matin. « Le silence ne vous protège pas. Il ne protège que ceux qui vous font du mal. Parlez. Il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter. » Ces paroles atteignaient des milliers de femmes. Les lettres qu'elle recevait en retour étaient pleines de gratitude et de guérison. Certaines disaient que son histoire leur avait donné le courage de partir. D'autres qu'elle leur avait rendu l'espoir de recommencer. Émilie les lisait toutes attentivement et les gardait dans une boîte près de son lit. Un soir, elle se tenait près de la fenêtre, tenant sa fille dans les bras. Le coucher du soleil peignait le ciel de rose et d'or. L'océan miroitait au-dessous, calme et infini. Hope tendit la main vers la vitre, laissant de petites empreintes sur le verre. Émilie embrassa le sommet de sa tête et murmura, « Tu grandiras dans un monde où la vérité comptera. » Ah oui. Il y avait encore des nuits où les souvenirs revenaient. Parfois, elle se réveillait au son du tonnerre et devait se rappeler que ce n'était que la mer dehors, pas la tempête. Mais elle avait appris à respirer, à laisser le bruit s'éloigner. Elle avait compris que guérir ne signifiait pas oublier. Cela signifiait apprendre à vivre avec ce qui vous avait autrefois brisé. Quelques semaines plus tard, elle reçut une lettre de la détective Carter. À l'intérieur se trouvait un mot bref et une photographie. La photo montrait Rachel Clark dans un atelier de la prison, travaillant avec d'autres femmes à la fabrication de jouets en bois pour des œuvres caritatives. Au dos, la détective avait écrit « La justice ne ressemble pas toujours à une punition. Parfois, elle ressemble à un changement. » Émilie observa la photo longuement. Pour la première fois, elle ne ressentit plus de colère, seulement une paix silencieuse. Elle glissa la lettre dans la boîte avec les autres. Ce soir-là, Daniel vint dîner.
Ils mangèrent sur le porche pendant que Hope dormait tout près, la brise marine portant une odeur de pluie. Lorsqu'ils eurent terminé, Emily s'appuya contre le dossier de sa chaise, écoutant le bruit doux des vagues. « Tu as réussi » dit Daniel calmement. Elle le regarda, intriguée. « Réussi quoi ? Tu as transformé la pire chose qui te soit arrivée en quelque chose de bon. Envie. Ah pour. » Emily sourit, un sourire venu de la paix et non de la fierté. « Je ne l'ai pas fait seule, » répondit-elle. « Tu étais là. Et c'est ce qui a tout changé. » Ils restèrent silencieux un moment, regardant la lumière disparaître à l'horizon. Le vent tourna, portant le grondement lointain du tonnerre au-dessus de la mer. Emily leva les yeux vers l'horizon et sourit encore. « Qu'il pleuve, » murmura-t-elle. « Nous n'avons plus peur. » Retiens. Quand la nuit tomba, elle rentra pour voir Hope une dernière fois. Le bébé dormait paisiblement, sa petite main serrant un jouet en forme de colombe blanche. Emily éteignit la lampe, ne laissant que la douce lueur de la veilleuse. Elle se tint près de la fenêtre, la lumière de la lune dessinant des reflets d'argent sur le sol. Le monde dehors était calme, et pour la première fois, elle le sentit vraiment. La liberté. Sa voix, calme et posée, rompit le silence. Même dans la pire tempête, dit-elle doucement, quelqu'un peut toujours couper la corde. La caméra de la vie recula lentement, révélant le cottage, l'océan et les vagues paisibles reflétant la lune. La tempête qui avait voulu mettre fin à son histoire en avait fait naître une autre. Et sous le vaste ciel nocturne, la paix resta enfin.